Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore à l'EHESS. C'est normalement la dernière fois qu'on vous le dira. Moi, je vous souhaite la bienvenue pour cette cérémonie, une cérémonie assez importante pour l'école qui vient clôturer cette première grande journée de rentrée qui ouvre la semaine entière dédiée à la rentrée. Et pour cette cérémonie de remise du prix de thèse, de l'accessite du prix de thèse aussi, et du prix de mémoire. Et sans plus tarder, je laisse la parole à notre président Christophe Prochasson et je vous remercie. Merci Monsieur Miège. Après cette longue et dense journée, il fallait un moment un peu de détente aussi, où l'on n'annonce que des bonnes nouvelles. Et ces bonnes nouvelles, elles sont aussi pour vous, étudiantes et étudiantes qui venez vous inscrire à l'école des hautes études. Oui, disons-le, un exemple, puisque nous allons ici célébrer le succès d'étudiants et d'étudiantes qui ont suivi un parcours, pour certains ou certaines depuis de longues années, au sein de notre établissement, et un parcours particulièrement brillant, puisque Brigitte Derlon, la vice-présidente, vous en dira un mot dans un instant. C'est à l'issue de discussions que j'imagine toujours tendues, riches, où la controverse mène bon train. Leurs suffrages se sont portés sur ces trois lauréats. Alors, à l'école, nous avons la possibilité de délivrer 3 diplômes. Il y en a un que l'on oublie parfois un peu, mais qui est pour beaucoup des plus anciens, parmi lesquels, hélas, je me compte, un diplôme un peu de cœur, en quelque sorte, en ce qu'il autorise, qu'il permet à des étudiantes et des étudiants qui n'ont pas toujours eu un parcours dans les clous, dans les cadres de l'excellence traditionnelle, mais qui ont forgé leur propre excellence par toutes sortes de voies, d'accéder à la reconnaissance académique. Et ce diplôme, c'est le mémoire de l'école des hautes études en sciences sociales, qui, hélas, est moins utilisé que par le passé, mais qui donne toujours, et l'exemple d'aujourd'hui va vous le montrer, d'extrêmement beaux travaux. Alors, sans plus attendre, je vais quand même, avant de vous livrer le nom des uns et des autres, céder la parole à Brigitte. Si tu permets, Brigitte, encore, encore un mot, parce que je sens que vous attendez tous avec fébrilité les noms des lauréats. Mais je voulais aussi dire un mot, évidemment, sur les deux autres candidats et les deux autres prix dont nous allons parler, qui couronnent cette fois-ci des thèses. Alors c'est aussi un moment particulièrement important dans la vie d'un doctorant. D'abord une thèse, c'est un long parcours. En moyenne, Brigitte Derlon le rappelait ce matin, c'est 6 ans. Les tutelles, d'ailleurs, nous font parfois remarquer qu'à l'école des hautes études, on met un peu trop de temps pour faire sa thèse. Bon, mais nous, il nous semble que pour mûrir un sujet, et puis parfois parce que on prépare sa thèse dans des conditions difficiles, les thèses sont toujours un combat, il vous faut du temps pour y parvenir. Donc ce long parcours, il est couronné par la reconnaissance du titre de docteur, évidemment, mais parfois, on va un peu au-delà et on trouve qu'il est bon de remettre un prix de thèse. Et parfois, comme cette année, c'est tellement difficile qu'on en remet 2. Cela résulte du fait que, comme pour les mémoires, les discussions, les controverses, là aussi, sont très riches et on ne trouve pas toujours la possibilité de trancher sur un seul travail. Alors ce n'est pas une faiblesse, c'est au contraire la preuve, c'est une force, et c'est la preuve que dans notre établissement, les travaux relèvent d'une véritable excellence. C'est encore un mot dont on abuse, mais dans ce cas-là, je crois que je n'en abuse pas. Voilà. Alors cette fois-ci, Brigitte, tu as sans doute, toi, puisque tu as vécu ça de l'intérieur,
toutes sortes de choses, de secrets à nous livrer, de secrets de délibération. Non, il n'est pas question que je délivre des secrets. Voilà, c'est juste pour vous dire que ces prix qui vont être attribués, ils ont été discutés au sein d'une commission qui est, à mon avis, la plus belle instance de l'EHESS, qui est la commission de la scolarité. C'est une instance qui peut aider à donner des aides au terrain, bon, voilà, des aides financières, mais qui a cette fonction capitale, fascinante, de sélectionner les meilleures mémoires de diplôme de l'EHESS et les meilleures thèses de l'établissement. Et donc pour les membres de cette commission, qui sont environ une quinzaine, c'est un travail considérable parce qu'ils doivent lire toutes les thèses qui ont été promues par les directeurs. C'est les directeurs qui disent la thèse de mon doctorant, elle est tellement bien que je souhaite qu'il soit candidat pour un prix de thèse. Et donc ces collègues qui sont membres de la commission de la scolarité sont censés lire certaines années, 20, 25 thèses, faire des rapports sur ces thèses, et ensuite on discute donc lors d'une réunion où sont débattus les mérites respectifs de ces travaux. Et donc ça, c'est vraiment le meilleur de ce qu'offre l'école. Moi, ça fait très longtemps que je suis dans cette institution, et quand j'y suis rentrée, il y a donc très longtemps, je vous dirai pas combien de temps, je me suis retrouvée dans cette commission de la scolarité, jeune maître de conférence, et j'étais fascinée par la qualité des thèses. C'est là où on voit la recherche, le meilleur de la recherche en train de se faire, et c'est vraiment remarquable de voir toutes ces excellentes thèses qui sont produites à l'école. Donc le résultat de la sélection que vous avez aujourd'hui, eh bien, c'est le résultat de débats entre des collègues de toutes les disciplines de l'école, donc une quinzaine de collègues qui ont débattu pour sélectionner les candidats d'aujourd'hui. Donc je vais rendre la parole à Christophe Prochasson qui va annoncer de manière grandiloquente ces prix. On aurait dû me donner des enveloppes pour faire... Mais bon, il paraît qu'il n'y en a pas. Mais j'insiste sur ce que vient de dire Brigitte aussi. Voici des prix dont le niveau d'exigence est extraordinaire, parce que les membres du jury de cette commission dont Brigitte Derlon vous parlait sont issus de disciplines différentes et vont chacun porter un œil différent sur le travail. Et nous parlions ce matin de l'interdisciplinarité. Eh bien, c'est ça l'interdisciplinarité. C'est pas simplement un pavillon qu'on agite de façon un peu formelle pour répondre à des exigences, à la mode. Non, pas du tout. C'est vraiment des pratiques scientifiques que nous mettons en œuvre à différents niveaux, et notamment à celui-ci. Alors, j'en viens au plus important. Et d'abord au prix du meilleur mémoire, qui est attribué à monsieur, je crois qu'il est dans la salle, monsieur Michel, c'est vous? Excusez-moi, je vous sers. Eh bien, monsieur Michel Périllat. Voilà. Alors, monsieur Michel Périllat, vous avez fait votre mémoire sous la direction de quelqu'un que j'aime beaucoup personnellement. Vous allez dire, peu importe, qui est notre collègue Julien Blanc. Grand historien de la période des années sombres, de la collaboration, mais aussi de la résistance, pour lequel donc j'ai une grande admiration. Et vous avez fait un mémoire, ça tombait bien, sur un sujet... Non, mais parce que parfois il y a des croisements, oui. mais là ce n'est pas le cas. Donc je cite précisément le titre de votre mémoire: de l'adhésion à la Révolution nationale au non-consentement, itinéraire d'un notable sous le régime de Vichy, Haute-Savoie, 41-44. Alors, je vais vous poser, on posera peut-être les mêmes questions, ou presque les mêmes, Brigitte, aux autres lauréats. Vous avez choisi ce sujet. Je voudrais vous poser une question très indiscrète. Pourquoi? Parce que le sujet m'a choisi. J'ai trouvé à la mort de mon père une correspondance des années 40. J'ai commencé à travailler dessus, tout seul.
Et à un moment, je m'interrogeais sur les comportements de mon père et de mon grand-père qui correspondaient tous les deux. Je comprenais plus rien au comportement de mon grand-père, en particulier maréchaliste, contre les Anglais, contre les Allemands, contre la collaboration, mais d'accord avec la Révolution nationale sur certains points. Donc j'ai eu besoin de trouver des historiens et j'ai trouvé Julien Blanc qui m'a dit « Je ne sais pas ce qu'on peut faire avec ces lettres, mais moi je peux vous prendre pour étudiant si vous faites un projet de recherche. » Donc le projet de recherche, c'était d'abord travailler sur le comportement de mon grand-père. Et j'y travaillais déjà depuis 2-3 ans et Julien Blanc m'a aidé énormément à canaliser la recherche et surtout à toujours trouver le recul, puisque travailler sur sa propre famille, ça remue énormément. J'ai appris des choses que je ne savais pas, etc. Ça remue beaucoup. Donc il faut trouver comment, dans cette micro-histoire, s'en dégager et puis la relier à la grande histoire. Et donc Julien Blanc, avec ses conseils professionnels et amicaux, j'ai énormément apprécié son travail, le travail avec lui qui était fructueux, agréable et passionnant. Et donc petit à petit, je suis arrivé à faire un bon travail. Voilà. Écoutez, oui, plus que très bon, hein, plus que très bon, excellent, puisqu'il a été reconnu par notre commission. Sur vos remarques là, vous diriez quelles ont été les principales difficultés? C'est dans ce rapport difficile que vous avez eu à votre documentation, aux sources qui touchent à votre vie familiale, c'est ça qui a été le plus difficile, de construire la distance, ou bien d'autres choses? Non, ça n'a pas été de construire la distance, ça a été de relier les lettres à la situation extérieure, à trouver quand quelque chose, parce que dans les lettres, ils ne racontent pas, c'est le quotidien. Ils racontent pas ce qui se passe autour, ils donnent pas ses opinions, ils sont méfiants, ils font attention. Donc à partir des lettres, un petit élément, on le comprend si on sait ce qui se passe par ailleurs. Donc j'ai commencé à chercher aux archives. Mon grand-père était un notable dans une petite ville de Haute-Savoie. Il a travaillé dans la défense passive. Il était le directeur en 1943. Et donc dans les archives de sa ville, Annemasse, j'ai trouvé énormément de documents qu'il avait écrits lui, qu'il avait fait lui. C'était complètement épatant de trouver ça. Mais ça donnait des tas d'indications sur... Dans la lettre, il dit ça et il fait ça autour. Et il se passe ça, et il se passe ci, et il se passe ça. Donc c'était le lien entre le quotidien et puis l'extérieur, la vie collective. Ça, c'était... Mais c'était pas une grosse difficulté, c'était une passion. C'était passionnant tout le temps, quoi. La dernière question, c'est le contraire d'une certaine façon. Il ne faudrait pas donner à celles et ceux qui veulent faire un mémoire ou de master ou une thèse ou un mémoire de diplôme l'espèce d'appréhension face aux difficultés. Et quels ont été les principaux plaisirs justement que vous avez tirés de cette... Vous avez mis combien de temps pour rédiger ce mémoire? C'était le premier confinement, ça a beaucoup aidé. Enfin, quelques mois, quand même. Quelques mois. Pour travailler. Quelques mois d'écriture, mais j'ai énormément aimé. Et de recherche. Si on comprend la recherche. Des années, 5-6 ans. 5-6 ans. Alors, les plus grands plaisirs, c'était quoi? L'écriture. Et puis la découverte, surtout, découvrir des choses. Découvrir des choses familiales, mais des choses collectives, des choses politiques, tout. Sur tous les plans, on découvre tout. Puis à partir des lettres du quotidien, on peut tirer tous les fils. Donc ça, c'était vraiment absolument passionnant. Donc vous conseillez? Il faut faire je conseille de faire des recherches toute sa vie. Vous voyez quel âge j'ai? Écoutez, bon, merci. Non, une chose, je trouve vraiment reconnaissant à l'EHESS d'avoir ce diplôme de l'école qui m'a permis, moi qui n'avais pas envie de faire des études spécialement, je n'étais pas venu pour faire un master, mais la possibilité c'était de suivre un séminaire et puis de faire son travail de recherche. Bon, j'ai suivi des séminaires de méthodologie qui m'ont énormément apporté, mais cette possibilité est extraordinaire. Et en fait, elle m'a amené maintenant à être en master 2. Ah, voilà, bravo. Donc vous continuez. Vous savez, c'est toujours l'histoire, je raconte toujours cette histoire qui m'avait beaucoup plu dans le film d'Alain Resnais. On connaît la chanson. Vous savez, il y a Agnès Jaoui qui fait sa thèse sur les moines chevaliers de la Paladru. Et à chaque fois, on lui demande, ah bon, tiens, c'est curieux, quelle drôle d'idée. Et la dernière question, c'est toujours, et qu'est-ce que tu vas faire après, hein? Et on a tellement marre qu'elle dit, je sais pas, je vais continuer, hein? C'est donc, c'est ce que vous allez faire, c'est ça, hein? Bon. Je travaille depuis l'année dernière en master, je le fais en 2 ans, j'ai passé les séminaires, maintenant j'écris et je travaille sur le parcours
de mon père, élève maître, et de ses 34 copains, enfin 33 copains des promotions de 41 à 44. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Péria. Merci à vous. Merci. Tu prends annonce à la thèse. C'est la thèse, non? Alors, ah non, il y a l'accessible, c'est l'accessible, pardon. Bon, bien, alors, nous allons donc passer maintenant, Brigitte Derlon fera, on va se partager pour la thèse. Donc la thèse, le prix de thèse, il y a 2 prix, puisque il y a d'abord l'accessible du prix de thèse. Je ne sais pas si vous êtes là. Alors venez nous rejoindre, donc Monsieur Federico Del Giudice. Bonjour. Et nous sommes très contents donc de vous recevoir. Alors, si mes informations sont bonnes, mais je pense qu'elles le sont, vous avez travaillé, mais je l'ai vu tout à l'heure, sous la direction d'Alessandro Sanziani. Il était là pourtant. Oui, il est là-haut. Ah oui, parce qu'il est très modeste, il veut se cacher. Bon, Alessandro, tu veux pas venir nous rejoindre? Non, tu veux pas. Bon, d'accord. Il se débrouille tout seul. Très bien. Alors, Monsieur Del Giudice, vous avez fait une thèse sous la direction de notre collègue qui s'intitule « L'étranger face à la naissance de la protection sociale, étude de l'action en justice des travailleurs italiens en France et en Argentine dans l'entre-deux-guerres ». Ça, c'est du Stanziani pur sucre. Hein. Effectivement, on le voit, nous y attachons à l'école une grande importance de donner une dimension internationale, mondiale, connectée, bref, qui nous sort du seul espace national. Ce sont des sujets auxquels nous sommes habitués et auxquels nous tenons beaucoup. Et vous êtes donc intéressé à la protection sociale à la période contemporaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? J'allais vous reposer la même question, mais allez, j'y vais. Je pose la même question que je posais à M. Péria tout à l'heure. Vous êtes entré dans ce sujet, pourquoi? Alors pourquoi? En vrai, j'ai commencé à étudier à l'EHSS pendant mon master. J'ai étudié le rôle des immigrés en France dans les syndicats français. Et à partir de ça, je suis arrivé aux sources judiciaires, donc pour voir l'action en justice des immigrés, des étrangers. Et j'ai commencé à voir que beaucoup de demandes auprès des prud'hommes portaient sur l'accès à la protection sociale. Et donc, pas seulement si les lois accordaient des droits aux étrangers, mais si ces étrangers revendiquaient ces droits. Alors, et donc, voilà, il y avait deux questions. D'abord, comment l'immigration a changé la protection sociale, mais aussi comment la protection sociale a sélectionné certains migrants, disons, participer à diriger des flux, etc. Mais aussi, voilà, comment les étrangers arrivaient à forcer, à changer même leur statut, et donc à utiliser le droit. Après, pourquoi l'Argentine? Bon, parce que effectivement, utiliser un point d'entrée seulement local, parce qu'en vrai, je travaillais sur Paris et micro-historique, ne me suffisait pas. J'avais besoin de comprendre si les phénomènes que j'étudiais étaient comparables et s'il y avait quelque chose qui était spécifique à la France ou spécifique à l'environnement local, ou bien s'il y avait des phénomènes, vu qu'on parlait des migrations et vu qu'on parlait de la protection sociale, qui a une histoire internationale, voilà, qui pouvait relever de dynamiques plus générales. Donc voilà, je suis arrivé comme ça. Et vous avez profité, vous avez su trouver à l'intérieur de l'école et même du campus Condorcet un accueil scientifique sur les migrations, en tout cas fort. Vous avez eu l'occasion, j'imagine, de travailler avec l'Institut Convergence Migration? Oui, voilà. Alors, moi, j'ai profité beaucoup pendant mon master de l'environnement de l'EHSS, des séminaires, pas seulement de Stanziani, mais vraiment d'entrecroiser beaucoup, même de connaître des différentes méthodes, parce que j'utilise des méthodes quantitatives, mais aussi micro-historiques, et donc cela arrive de beaucoup de chercheurs de l'école. Et malheureusement, le campus Condorcet
très peu parce que je me trouvais en Italie où j'habite pendant le confinement et dans les 2 dernières années de ma thèse se sont passées principalement en Italie. Et donc voilà, oui, je participe aux activités, je cherche de participer aux activités de l'Institut Convergence Migration, mais la distance n'est pas facile. Mais sans doute, voilà, je pense que même la politique de l'EHSS de soutenir les co-tutelles m'a beaucoup aidé. Et ça, je pense que c'est une chose fondamentale. Je voulais dire que moi, j'ai connu le HSS dans un couloir de l'université La Sapienza de Rome où on parlait des masters binationales entre Rome et Marseille. Bon, après, je suis venu ici à Paris. Mais voilà, je pense que ça m'a aidé beaucoup, ce rayonnement international. Même quand je suis allé en Argentine, j'ai eu le soutien de beaucoup de chercheurs qui sont ici et qui m'ont beaucoup aidé à faciliter une approche à un pays et à des archives que je ne connaissais pas auparavant. Oui, on dit, comme vous le savez, que même l'école des hautes études a un petit tropisme italien. Oui, mais ça c'est bien. Hein. Ah ouais. Non. Bien. Alors, j'ai une dernière question à vous poser. Donc, vous voici bien installé dans le monde de la recherche, bien reconnu, avec cette thèse couronnée, qui plus est. Maintenant, vos perspectives professionnelles? Bon, alors, je viens de commencer un postdoc à Pise pour les prochaines 2 années. Et ça, c'est bien parce que au final, après la thèse, souvent, c'est le chômage. Et pour moi, ça a été le chômage. Non, c'est... Non, là, vous vendez mal le doctorat. Hein. Je vous invite. Non, mais c'est pas le chômage en général, mais disons que... Ça arrive, c'est vrai, hélas. La chance en France, c'est d'avoir un chômage payé. Alors qu'en Italie, il était pas payé ou mal payé. Mais à part ça, non. Maintenant, j'ai commencé ce postdoc de 2 ans à Pise et j'ai eu une bourse de l'université d'Amsterdam pour aller 2 mois en Argentine. Et donc, voilà, je vais passer ces 2 années comme ça en essayant aussi j'espère publier mes travaux et ça suffit, voilà. J'espérerais aussi pouvoir un jour enseigner parce que après avoir reçu beaucoup, je pense que aussi le défi de l'enseignement, après qu'on a passé beaucoup d'années sur un sujet très précis, très strict, voilà, c'est aussi une manière d'ouvrir l'esprit qui souvent est nécessaire et malheureusement pas souvent pendant le doctorat c'est possible, voilà. Et on est souvent cloisonné dans nos recherches. Alors c'est bien, je pense aussi, que se dire que la thèse en vrai c'est aussi un produit en certaine manière collectif des personnes et des relations qu'on a entrecroisées au fil du temps et donc voilà, ça c'était aussi pour dire que ce prix n'est pas que un mois, c'est un parcours qui a été fait et n'est pas seulement individuel. Merci beaucoup. Je voulais juste vous dire une dernière chose. Il est vrai que quand on a soutenu sa thèse, on a un peu envie de respirer et qu'on est vite pris dans d'autres tâches, dans d'autres enjeux, dans d'autres combats. Mais il faut tenir bon. Moi, j'ai aucun doute sur votre avenir professionnel dans la recherche. Je suis sûr qu'avec une thèse de cette qualité, vous avez déjà un postdoc, vous arriverez à trouver un poste stable, parce que c'est ça qu'il faut pour bien travailler, pour faire de la bonne recherche. Il faut des postes stables, et c'est tout ce que nous vous souhaitons. Mais moi, j'ai bon espoir mais tenez bon, surtout. Mais non, mais ce que je veux dire aux nouveaux doctorants, c'est que quand même, dans les moments de la recherche où on a la sensation de ne pas arriver au bout, non, pas trouver. Je pense que c'est exactement ça le sens de la recherche, non? C'est les vides, c'est le moment où on n'arrive pas à écrire. Et parce que ça, c'est à la base après du moment de l'écriture, du moment surtout où on arrive à ouvrir son esprit aux documents, aux sources et aux personnes qu'on croise. Voilà. Donc la recherche en ça est incroyable, je pense, c'est fantastique. C'est une belle aventure, oui. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous, merci. Oui, on va le donner à... Voilà. Bien, alors, je crois qu'on va lancer un film
Alors, je laisse Brigitte, aux manettes. Avant d'annoncer la lauréate du prix de thèse, je voudrais faire remarquer que Federico a fait sa thèse en co-tutelle, et c'est le cas aussi de la lauréate. C'est une manière de noter l'importance de ces co-tutelles et leur côté extrêmement productif. Ça permet croiser des traditions de recherche différentes, travailler avec des chercheurs d'établissements différents en Europe, eh bien, ça produit la meilleure recherche à l'école. Donc, la lauréate du prix de thèse s'appelle Cécile Petit-Demange. Elle a effectué sa thèse en co-tutelle avec Fabienne Samson et Didier Péclard. Et sa thèse s'intitule « Bricoler au rythme du politique, l'ambivalence des islams au Tchad ». Cécile Petit-Demange n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est au Tchad, elle est ethnologue et elle est sur son terrain. Et donc nous allons avoir une petite vidéo pour vous la présenter. Bonjour à toutes et tous, je suis Cécile Petit-Demange. Je ne peux pas être présente avec vous aujourd'hui car je suis à N'Djamena, au Tchad. J'effectue un travail de terrain dans le cadre de mon post-doctorat sur lequel je reviendrai après. Donc, raison pour laquelle je ne peux pas être présente avec vous aujourd'hui. Néanmoins, l'on m'a demandé de répondre à quelques petites questions pour cette remise de prix. Je remercie encore chaleureusement les membres du jury de m'avoir accordé ce prix par la même occasion. Malheureusement, je n'ai pas étudié à l'EHESS. J'ai fait mon master à la Sorbonne, à Paris 1. J'ai un master études africaines, mention sciences politiques. Et c'est à la fin de ce master que j'ai contacté Fabienne Samson, qui est ma directrice de thèse, parce qu'on avait des centres d'intérêt plus ou moins similaires et je voulais travailler avec elle. Donc Fabienne, en fait, m'a accompagnée tout au long de mes démarches pour décrocher une bourse doctorale que j'ai enfin eu la chance de trouver à l'Université de Genève en tant qu'assistante du master études africaines. C'était un tout nouveau master qui se lançait à l'époque et qui me permettait de m'inscrire également en thèse. Donc c'est une thèse en co-tutelle entre l'Université de Genève, où j'ai été dirigée par Didier Péclard, et Fabienne Samson à l'EHESS. Je tiens à remercier Fabienne ici pour sa détermination et sa patience dans tous ces longues années d'accompagnement. Ma thèse, en fait, porte sur les interactions entre religieux et politiques, ou comment plus précisément l'islam, en fait, a participé à la construction et à la formation de l'État tchadien. Je reprends ici la définition donnée par Berman et Lonsdale. Donc la construction, c'est l'effort conscient de créer un appareil de contrôle de l'État. Et la formation, c'est ce processus historique, inconscient, contradictoire, fait de conflits, de négociations et de compromis entre divers groupes. Donc j'ai voulu montrer en fait comment le politique fabrique le religieux et comment le religieux fabrique le politique à différentes en fait échelles d'analyse ou différents sites d'observation. Donc pour ce faire, je me suis placée tout d'abord à un niveau très local, en m'appuyant sur la diffusion du salafisme dans une des régions du Tchad dénommée le Bahr el Ghazal. Puis je me suis placée au niveau de l'État via le Conseil supérieur des affaires islamiques, qui est en fait un organe para-étatique en charge de chapeauter la gouvernance du religieux. Je me suis également placée au niveau du champ du développement via les ONG religieuses ou encore à une échelle vraiment intime, en montrant comment les fidèles salafistes réarrangent leur vision du monde et notamment
du politique. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y avait, le Tchad est plutôt, il y a un focus actuellement des études. Enfin, d'une part, il y a très peu d'études en fait scientifiques sur le Tchad. En tant que tel, il y a énormément de littérature grise des ONG, mais en termes académiques, le Tchad est encore largement en friche, quand bien même depuis quelques années, nous avons des études sur la trajectoire des hommes en armes, sur les dynamiques de Boko Haram au lac Tchad. Mais justement, je voulais moi sortir de ce focus sur la région du lac Tchad et sur le risque terroriste pour montrer en fait qu'il y avait d'autres manières de vivre l'islam au Tchad qui étaient mises à l'écart ou en tout cas qui étaient peu éclairées. Je n'ai pas cherché à démontrer dans ma thèse qui était terroriste ou qui ne l'était pas. Je ne me place pas dans une vision normative, mais j'ai voulu en fait faire un pas de côté pour aller au-delà de la violence et regarder comment l'islam, dans ses multiples déclinaisons, se pratique et comment plus précisément il interagit avec le politique. En gros, pour reprendre une expression de François Burgat, derrière l'arbre islamiste se cache une forêt de pratiques et de discours que je voulais contextualiser. C'est pour cela que je parle des islams et non pas de l'islam. Je ne me place pas dans une perspective théologique, mais justement dans une démarche anthropologique ou encore sociopolitique qui vise justement à analyser la mise en pratique des discours religieux et les conditions de leur production. Eh bien, je suis tout simplement ravie. C'est un superbe prix, et puis qui vient couronner plusieurs années assez difficiles. J'avoue que je suis tombée enceinte juste au moment où je me remettais à l'écriture de ma thèse, parce que j'avais pris en fait une année de pause, entre guillemets, de pause pour me lancer dans des études d'infirmière. Donc j'ai obtenu ma première année d'infirmière et puis par la suite j'avais demandé 2 années sabbatiques à mon école pour terminer ma thèse. Et c'est justement à ce moment précis où je venais de terminer ma première année d'études d'infirmière et que je me remettais à l'écriture de ma thèse que je suis tombée enceinte. Donc le temps a été le temps m'était compté. J'ai dû faire très très rapidement avec beaucoup de pression, et la naissance de ma fille qui a été un moment merveilleux ne m'a cependant pas facilité la tâche pour terminer la rédaction et soutenir ma thèse. Donc voilà, ce prix vient également couronner des efforts personnels importants et donne de la joie à ma vie de famille. Je travaille actuellement dans le cadre d'un postdoctorat pour un projet ANR dénommé Rima, du nom d'une joggeuse algérienne qui s'était fait agresser par un homme dans les rues d'Alger parce qu'elle courait, elle faisait son jogging pendant le ramadan. Donc c'est un projet coordonné par Fabienne Samson et Marie-Nathalie Leblanc de l'Université du Québec à Montréal. Et c'est un projet en fait qui vise à voir comment les femmes réagissent, luttent, militent par le biais du religieux. En fait, comment les femmes réinventent leur vie intime comme publique via l'islam. Donc je suis à N'Djamena depuis janvier dans ce cadre-là. J'ai fait différents terrains.
qui ont mené à la rédaction de 2 articles, un 3e également en cours de rédaction. Et je suis également aussi actuellement participante, observatrice au dialogue national inclusif et souverain tchadien, donc qui me prend pas mal de temps. J'observe ce dialogue par les lunettes du genre. Et puis j'ai également en fait reçu, en parallèle du prix de thèse de l'EHESS, le prix des études africaines, le prix décerné par la Société en fait des études africaines, qui me permet de publier ma thèse aux éditions Cartala. Donc ça va être aussi un gros morceau de travail qui va bien m'occuper les prochains mois. J'ai laissé tomber, pour le moment j'ai mis de côté mes études en soins infirmiers pour me lancer à fond en fait dans la recherche. C'est pour le moment, je suis tellement ambivalente comme le petit de ma thèse, mais je crois qu'on l'est tous. Donc je continue au sein de la carrière, je continue dans la carrière scientifique. Et puis je souhaite aussi remercier en fait les membres du jury de l'EHESS, parce que ce prix m'indique aussi que non, je me suis pas trompée de voie et que finalement je suis tout à fait légitime à épouser la carrière de chercheuse. Donc j'espère que cette thèse et puis le bouquin circuleront et seront vulgarisés dans différents milieux, que chacun puisse se l'approprier et en tirer quelque chose. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore à tous et toutes. Merci. Merci encore, bravo à Cécile Petit-Demange, bravo à Federico Del Giudice et bravo à Michel Perilla, nos 3 lauréats. Cette cérémonie aussi avec pour conclure un mot particulier pour les équipes de la DEV présentes et qui nous permettent aussi de ce moment. Et merci encore à tous les services qui ont contribué à organiser cet événement, notamment à notre collègue Audrey aussi qui a porté cette cérémonie. Bravo encore à eux, merci à vous, et je vous propose, on salue bien sûr tous les collègues et tous les spectateurs en direct et à distance, et pour les autres en présentiel, nous vous invitons bien sûr à rejoindre le bâtiment de l'EHESS juste à côté pour le pot de bienvenue pour cette rentrée qui démarre, vous l'avez vu, avec une très belle journée et une très belle semaine très riche pour vous toutes et tous. Merci à toutes et à tous pour votre présence et à très bientôt.